Mon fils m'a laissé 50 € pour tout le mois pendant son voyage d'affaires à Dubaï. 50 € pour un homme de 82 ans qui doit acheter ses médicaments, faire ses courses, vivre dignement. Quand il a vu mon relevé bancaire à son retour, il a blêmi. Sur son visage, j'ai lu quelque chose que je n'oublierai jamais, la honte. Car ce compte qu'il pensait vide affichait un solde positif, alimenté par des petits versements quotidiens. Je vendais mes souvenirs aux touristes sur les quais de Seine pour ne pas dépendre de sa charité. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Léonard Duchamp, mais tout le monde m'a toujours appelé Léo. J'ai 82 ans et j'habite dans le même appartement du 6e arrondissement depuis 53 ans. Un 2 pièces au 4e étage, sans ascenseur, avec vue sur une petite cour pavée où les concierges étendent encore leur linge le dimanche matin. L'immeuble date de 1890 et parfois je me dis que nous vieillissons ensemble, lui et moi. Ses murs se fissurent, ma peau aussi. Ses escaliers grincent sous mes pas de plus en plus lents. Pendant 42 ans, j'ai été restaurateur de tableaux au Louvre. Pas un grand nom, non. Un de ces artisans discrets qui passent leur vie dans les caves du musée à redonner vie aux œuvres que le temps et la négligence ont abîmées. J'ai touché des Delacroix, des Ingres, des Corot. Mes mains ont caressé des toiles que des millions de gens admirent sans jamais imaginer qu'un homme comme moi les a sauvés de l'oubli. C'était mon travail, ma passion, ma fierté. Mon fils Thierry a 50 ans aujourd'hui. Il travaille dans la finance, quelque chose avec les marchés internationaux, je n'ai jamais vraiment compris. Il porte des costumes qui coûtent plus cher que mon loyer, conduit une Mercedes noire qui brille comme un miroir et vit dans un appartement à Neuilly avec sa femme Céline et leurs 2 enfants que je vois 3 fois par an. Il mesure tout en euros et en rentabilité. Quand il était petit, je lui montrais les couleurs sur mes pinceaux. Aujourd'hui, il ne voit que du rouge ou du noir dans ses tableaux Excel. Sa mère, Madeleine, est morte il y a 7 ans. Un cancer foudroyant qui nous a tous pris de court. Thierry était présent aux obsèques, bien sûr, mais il consultait déjà son téléphone pendant le service religieux. Madeleine était institutrice. Elle aimait les enfants, les livres, et elle me faisait rire chaque soir en imitant ses élèves. Quand elle est partie, une partie de la couleur s'est éteinte dans ma vie. Thierry l'a remplacée par des calculs de succession et des conseils pour optimiser ma retraite. Il faut que vous compreniez, je ne suis pas un père parfait. J'ai peut-être été trop absorbé par mon travail quand Thierry était enfant. Je rentrais tard, fatigué par mes journées passées sous les néons du laboratoire de restauration. Madeleine gérait tout à la maison. Quand Thierry me montrait ses devoirs, j'avais encore les yeux brûlés par les solvants et l'esprit ailleurs, perdu dans les détails d'un chardin abîmé ou d'un fragonard dont les couleurs s'effaçaient. Je hochais la tête en murmurant « C'est bien, mon garçon », sans vraiment regarder. Peut-être est-ce pour ça qu'aujourd'hui, il me regarde comme un poids mort, un vieux meuble encombrant qu'il faut entretenir par obligation. Depuis la mort de Madeleine, ma santé décline, mes yeux surtout. Une dégénérescence maculaire qui transforme progressivement le monde en un brouillard flou. Je distingue encore les formes, les couleurs vives, mais les détails s'estompent. Ironie du sort pour quelqu'un qui a passé sa vie à observer les plus infimes craquelures d'un vernis. Je prends des médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. 15 € la boîte, 2 boîtes par mois. Plus des compléments alimentaires que mon médecin m'a conseillé. Au total, cela représente une 60aine d'euros mensuels. Thierry le sait, il vient me voir 1 fois par mois, le dimanche après-midi. Il sonne toujours 2 fois brève, son signal depuis l'enfance. J'entends ses pas pressés dans l'escalier, toujours cette façon de monter 4 à 4 comme s'il avait un rendez-vous important après. Il entre, pose sa veste sur le dossier de ma chaise préférée, celle près de la fenêtre où je lisais autrefois mes livres d'art, et commence immédiatement par examiner mon état général d'un œil clinique. « Bonjour papa, tu as mangé aujourd'hui? Le chauffage fonctionne bien? Pas de fuite dans la salle de bain ?» Des questions pratiques, jamais personnelles.
Il ne me demande jamais si je me sens seul, si mes souvenirs me pèsent la nuit, si j'ai peur de l'avenir. Il vérifie que sa propriété est en bon état. Point final. Ce dimanche-là, début avril, il est arrivé avec une nouvelle. Il partait pour Dubaï pour un mois, une mission importante pour sa société. Des investissements dans je ne sais quoi, des projets de développement. Il était excité, ça se voyait. Ses yeux brillaient comme quand il était petit et qu'on lui promettait une sortie au parc. « Papa, je dois te prévenir. Je pars demain soir pour Dubaï. Un mois complet. C'est une opportunité en or pour la boîte. Je l'ai félicité, sincèrement. Malgré tout, c'est mon fils, et son succès me rend fier, même si je ne le comprends pas toujours. C'est formidable, Thierry. Tu vas découvrir un autre monde. » Il a hoché la tête distraitement, déjà en train de sortir son portefeuille. « Écoute, j'ai réglé ton loyer et tes charges pour le mois. Électricité, gaz, tout ça. Mais pour tes courses et tes petites dépenses, il a posé un billet de 50 € sur la table de la cuisine. Un seul billet froissé, comme s'il l'avait gardé au fond de sa poche depuis des jours. Ça devrait suffire largement. Tu manges comme un oiseau maintenant et tu ne sors presque plus. 50 € pour un mois, c'est raisonnable. J'ai regardé ce billet vert sur ma table en formica blanc. 50 €. 1,66 € par jour. Le prix d'une baguette de pain et d'un morceau de fromage. J'ai fait le calcul instantanément, par réflexe. Mes médicaments à eux seuls coûtaient 30 € ce mois-ci. Il me restait 20 € pour me nourrir pendant 30 jours. 66 centimes par jour pour la nourriture. Thierry, mes médicaments pour les yeux coûtent que 30 € ce mois. Il a levé les yeux de son téléphone, agacé. Papa, on en a déjà parlé. Ces médicaments ne sont même pas reconnus par la sécurité sociale. C'est peut-être du charlatanisme. Tu devrais arrêter. Le médecin dit qu'ils ralentissent la progression de... Les médecins disent beaucoup de choses pour vendre leurs prescriptions. Tu as vécu 80 ans sans ces pilules. Tu peux bien t'en passer un mois. Sa voix était celle qu'il utilisait au téléphone avec ses clients récalcitrants. Ferme, sans appel, légèrement condescendante. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la colère, plutôt une tristesse immense, comme si une porte se fermait définitivement. Et puis, a-t-il continué en rangeant son portefeuille, tu n'as qu'à faire attention. Achète des pâtes, du riz, des conserves. C'est nourrissant et pas cher. À ton âge, l'important c'est de survivre, pas de se faire plaisir. Survivre. Il avait dit survivre, comme si j'étais déjà mort et qu'il ne s'agissait plus que de maintenir mon corps en état de fonctionnement minimum jusqu'à ce que la nature reprenne ses droits. Il a regardé sa montre, une Rolex que je lui avais offerte pour ses 40 ans avec l'argent de la vente d'un petit corot que Madeleine et moi possédions. Bon, il faut que j'y aille. Céline m'attend pour finir les bagages. Je te ferai signe de Dubaï. Il a embrassé ma joue sèche, un baiser rapide, technique. Puis il a descendu les escaliers en sifflotant. J'ai entendu le bruit de sa Mercedes qui démarrait dans la rue. Un ronronnement puissant qui s'est éloigné progressivement, me laissant seul avec ce billet de 50 € sur ma table. Je suis resté assis un long moment, à regarder ce bout de papier. 50 €. Quand j'étais enfant, dans les années 40, mon père gagnait 200 francs par mois comme ouvrier chez Citroën. 50 € aujourd'hui, c'est ce que Thierry dépense pour un déjeuner d'affaires. Pour lui, c'était une somme dérisoire qu'il me jetait comme on donne un pourboire à un serveur. Le lendemain, lundi matin, ma situation s'est aggravée. Mon vieux réfrigérateur, celui que Madeleine et moi avions acheté en 1978, a rendu l'âme. Plus de bruit, plus de froid. Les yaourts que j'avais achetés le samedi étaient déjà tournés. J'ai appelé un réparateur du quartier. « Monsieur Duchamp ? Ah oui, je me souviens de vous. C'est pour votre frigo ? Écoutez, à vue de nez, c'est le compresseur. Sur un appareil de cet âge-là, il faut compter au minimum 250 € de réparation. Et encore, si on trouve les pièces. Franchement, à votre place, j'achèterais du neuf. 250 €, 5 fois mon budget mensuel. Un réfrigérateur neuf, même d'entrée de gamme, coûtait au minimum 300 €.
J'ai raccroché et je me suis assis dans mon fauteuil, celui où Madeleine s'installait pour regarder ses émissions de télévision le soir. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne supplierai pas, je n'appellerai pas Thierry à Dubaï pour lui demander de l'aide. À 82 ans, après une vie de travail honnête, après avoir élevé un fils et payé mes impôts pendant 60 ans, je ne mendirai pas 50 € de plus à mon propre enfant. J'ai pris ce billet de 50 € et je suis sorti. Première étape, la pharmacie de la rue de Seine. Monsieur Garnier, le pharmacien, me connaît depuis 20 ans. Monsieur Léonard, vos médicaments habituels ? Oui, s'il vous plaît. Ça fait 30 €. J'ai tendu le billet, il m'a rendu 20 €. Dans ma poche, il me restait un billet de 20 € pour tenir un mois. J'ai marché jusqu'à la Seine. Le printemps commençait à réchauffer Paris, les premiers touristes se promenaient sur les quais, appareils photo en bandoulière. J'ai observé les bouquinistes installer leurs boîtes vertes le long du parapet. Certains proposaient aussi de petits dessins, des cartes postales anciennes, des objets de brocante. J'ai eu une idée folle pour un homme de mon âge, mais la seule qui me permettrait de garder ma dignité. Je suis rentré chez moi et j'ai fouillé dans mes affaires. Dans une armoire, j'ai retrouvé ma vieille boîte d'aquarelle, celle que j'utilisais parfois le week-end pour mes loisirs. Les godets étaient secs, craquelés, mais encore utilisables. J'avais aussi quelques pinceaux, pas en très bon état, et un carnet de papier canson entamé. Matériel de débutant, mais c'était tout ce que je possédais. Avec mes 20 €, je suis allé dans un magasin de fournitures bon marché près du Châtelet. J'ai acheté 2 tubes de gouache, blanc et noir, pour faire du gris, un petit pinceau supplémentaire et quelques feuilles de papier. 18 €. Il me restait 2 €. Le mardi matin, je suis retourné sur les quais de Seine. Pas du côté des bouquinistes officiels, mais près du Pont Neuf, où quelques artistes de rue s'installent parfois. J'ai étalé une vieille nappe sur le trottoir et j'ai commencé à peindre. Mes yeux ne me permettaient plus de saisir les détails du paysage parisien, mais ma mémoire, elle, était intacte. 42 ans à contempler des chefs-d'œuvre m'avaient appris à voir avec autre chose que les yeux. J'ai peint Notre-Dame de mémoire, avec ses tours carrées et sa rosace que je connaissais par cœur. Puis le Louvre, vu depuis le pont des Arts. Des aquarelles simples, naïves peut-être, mais sincères. Les premières heures, personne ne s'est arrêté. Les passants jetaient un coup d'œil distrait sur ce vieil homme qui peignait assis par terre et continuait leur chemin. Vers midi, un couple de touristes japonais s'est approché. L'homme a pointé mon aquarelle de Notre-Dame et a dit quelque chose en japonais à sa femme. Ils ont sorti leur portefeuille. « Combien ?» m'a demandé la femme en anglais. J'ai hésité. Je n'avais aucune idée de ce que valait une aquarelle de rue. 5 €. Ils ont échangé un regard et ont hoché la tête. L'homme m'a tendu un billet de 5 € et sa femme a pris délicatement l'aquarelle. Ils sont repartis en souriant, satisfaits de leurs souvenirs de Paris authentique. 5 €, plus que ce que Thierry me laissait pour une journée entière. J'ai éprouvé un sentiment que je n'avais plus ressenti depuis des années. La fierté. La fierté de gagner ma vie par mon travail, même à 82 ans. Même avec une vue défaillante, même assis par terre sur les quais de Seine. J'ai recommencé. Une vue de la Sainte-Chapelle, un coin de Montmartre imaginé, un bouquet de fleurs inspiré par ceux des fleuristes du marché aux fleurs. Mes mains tremblaient un peu, mes couleurs étaient parfois approximatives, mais chaque aquarelle portait en elle 60 ans d'amour pour la peinture. La première semaine, j'ai gagné 32 €. Pas de quoi vivre luxueusement, mais assez pour acheter du pain, du fromage, quelques fruits. Je mangeais une fois par jour, le soir, en regardant le soleil se coucher sur les toits de Paris. Sans réfrigérateur, j'achetais ma nourriture au jour le jour chez l'épicier du coin, Monsieur Hadji, qui me connaissait depuis 15 ans. Monsieur Léonard, vous allez bien? Vous avez maigri. Ça va, Monsieur Hadji? C'est le printemps, ça me fait du bien de moins manger. Il me regardait avec inquiétude, mais je gardais le sourire. L'orgueil peut-être, ou la fierté de ne pas être une charge pour personne. La deuxième semaine,
quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'étais en train de peindre un bouquet d'iris quand une voix familière m'a fait sursauter. « Léo, mon Dieu, c'est bien toi. » J'ai levé les yeux. Une femme de mon âge, élégante malgré ses vêtements simples, me regardait avec un sourire incrédule. Il m'a fallu quelques secondes pour reconnaître ses traits que le temps avait vieillis. Agnès Morel, c'était elle. Agnès Morel, ma camarade de classe à l'école communale de la rue Broca, dans le 13e arrondissement. Nous avions 10 ans, en 1943. Nous étions assis côte à côte en classe de Monsieur Duval, et elle m'aidait en calcul quand je m'embrouillais avec les fractions. Je l'aidais en français quand elle butait sur les dictées. Nous avions été inséparables jusqu'à nos 14 ans, puis nos familles avaient déménagé et nous nous étions perdus de vue. « Qu'est-ce que tu fais là ?» m'a-t-elle demandé en regardant mes aquarelles étalées sur la nappe. J'aurais pu mentir, inventer une histoire, dire que c'était un hobby, que je m'amusais. Mais devant Agnès, devant cette fille qui partageait mes bises à la récréation quand j'avais perdu les miennes, je n'ai pas pu. Je gagne ma vie. J'ai dit simplement. Elle a compris immédiatement. Pas de questions indiscrètes, pas de pitié dans ses yeux, juste une reconnaissance mutuelle de ce que peut être la vieillesse quand on n'a personne pour vous aider dignement. Tu habites où maintenant? Rue de Seine. Et toi? Rue Dauphine. On est voisins. Elle a regardé mes aquarelles avec attention, comme si elle étudiait mes œuvres dans un musée. Elles sont belles, Léo. Tu as toujours su dessiner, déjà à l'école. J'ai souri. Elle se souvenait. Tu veux prendre un café? Ai-je proposé. J'ai gagné 15 € aujourd'hui. Je peux t'offrir ça. Nous sommes allés dans un petit café de la rue Dauphine. Agnès a commandé un café et une pâtisserie. Moi, juste un café. Elle a insisté pour que je prenne aussi une pâtisserie. Allez, Léo, pour fêter nos retrouvailles. Pendant 2 heures, nous avons parlé. De nos souvenirs d'école, de nos vies, de nos enfants. Agnès avait eu 3 filles, toutes mariées, installées en province. Une à Lyon, une à Toulouse, une à Bordeaux. Elle l'appelait régulièrement mais ne venait la voir qu'1 ou 2 fois par an. Tu sais ce que me disait ma fille de Lyon la dernière fois? Que je devrais vendre mon appartement et aller en maison de retraite. Que ce serait plus simple pour tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Que j'aimerais mourir chez moi, dans mes meubles, avec mes souvenirs, pas dans un couloir qui sent l'eau de Javel avec une télé qui hurle toute la journée. J'ai hoché la tête. Je comprenais parfaitement. Quand nous nous sommes quittés, Agnès a pris une de mes aquarelles, celle représentant Notre-Dame. Je te l'achète. Combien? Non, Agnès, je te l'offre. Pas question. Tu es un artiste maintenant. Je respecte ton travail. Elle m'a glissé 10 € dans la main. À demain, Léo. Même heure. Même heure. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dîné le cœur léger. Pas seulement parce que j'avais gagné 25 € dans la journée, mais parce que j'avais retrouvé quelque chose que je croyais perdu. L'amitié. Quelqu'un qui se souciait de moi sans calcul, sans obligation familiale, juste par affection pure. Les jours suivants, Agnès est revenue. Parfois, elle s'asseyait sur un banc près de moi et tricotait en regardant les touristes. Parfois, elle m'apportait un thermos de café chaud. Un jour, elle est arrivée avec du papier de meilleure qualité qu'elle avait trouvé en solde dans une papeterie. « Pour tes œuvres, a-t-elle dit, tu mérites mieux que ce papier qui gondole. » Peu à peu, ma petite installation sur les quais de Seine s'est étoffée. J'avais maintenant une 15aine d'aquarelles en stock. Des vues de Paris, mais aussi des portraits imaginaires, des bouquets, des scènes de rue. Mes gains quotidiens oscillaient entre 10 et 20 €. Pas une fortune, mais de quoi vivre simplement. Un matin, pendant la 3e semaine, un homme en costume s'est approché de mon étal. Il avait l'air pressé, le téléphone collé à l'oreille, mais quelque chose dans mes aquarelles l'a arrêté net. Il a raccroché et s'est accroupi pour mieux voir. « Excusez-moi, monsieur, vous êtes professionnel? Comment ça? Vous avez étudié les beaux-arts, vous avez travaillé dans l'art. » J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. J'ai été restaurateur de tableaux au Louvre pendant 42 ans. Ses yeux se sont écarquillés.
Au Louvre? Mais alors, vous connaissez? Un peu, oui. Il a regardé mes aquarelles avec un œil nouveau. Soudain, ce n'étaient plus les griffonnages d'un retraité désœuvré, mais les œuvres d'un homme qui avait consacré sa vie à l'art. Je dirige une petite galerie dans le Marais. Ça vous dirait d'exposer? Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Exposer. Moi, Léonard Duchamp, qui passait ma retraite à peindre sur les quais pour survivre. Je ne peins que depuis 3 semaines, et avec du matériel de débutant. Justement, il y a quelque chose de très pur dans vos aquarelles. Une sincérité qu'on ne trouve plus chez les artistes professionnels. Vous accepteriez de me faire une dizaine de toiles de plus? Je vous propose une exposition en juin. 70% pour vous, 30% pour la galerie. J'ai accepté. Comment refuser? À 82 ans, on m'offrait ce dont j'avais rêvé toute ma vie sans jamais oser l'espérer. Une exposition. Les 3 derniers jours de la 3e semaine, j'ai peint comme un forcené. Agnès m'aidait, me conseillait sur les couleurs, m'encourageait quand je doutais. Mes mains ne tremblaient plus. Mes yeux fatigués retrouvaient une acuité nouvelle. J'étais redevenu ce que j'avais toujours été au fond, un artiste. Le vendredi soir, j'ai fait mes comptes. En 3 semaines, j'avais gagné 215 € en vendant mes aquarelles. Plus que ce que Thierry m'avait laissé pour un mois complet. Mais surtout, j'avais retrouvé une raison de me lever chaque matin, un but à ma vie, une fierté qui n'avait pas de prix. C'est ce soir-là qu'Agnès m'a parlé de sa situation. Elle aussi vivait avec une petite retraite. Elle aussi, ses filles lui envoyaient parfois de l'argent avec condescendance. Elle aussi se sentait devenue un fardeau. Nous avions 70 ans de différence d'âge avec nos enfants, mais un fossé de valeurs qui paraissait infranchissable. Tu sais, Léo, nos enfants croient nous aider en nous donnant de l'argent. Mais ce dont on a vraiment besoin, c'est qu'ils nous voient encore comme des personnes, pas comme des objets à entretenir. J'ai pensé à Thierry dans son hôtel de luxe à Dubaï. Est-ce qu'il pensait à moi parfois, entre 2 réunions? Est-ce qu'il s'inquiétait de savoir si je mangeais à ma faim? Ou est-ce qu'il avait calculé que 50 € suffiraient à maintenir son vieux père en vie jusqu'à son retour, comme on calcule la consommation d'essence d'une voiture? La 4e semaine a passé vite. J'avais maintenant une petite clientèle fidèle de touristes qui venaient spécialement voir mes aquarelles. Une dame américaine m'a même commandé une vue du Sacré-Cœur pour l'offrir à sa sœur restée au Texas. 15 €. Mon record personnel. J'avais aussi résolu mon problème de réfrigérateur à ma façon. Agnès m'avait proposé de stocker mes denrées périssables dans le sien, qui était presque vide. Chaque matin, je passais prendre mon petit déjeuner chez elle. Chaque soir, elle m'invitait à dîner dans sa petite cuisine où nous parlions de tout et de rien, comme 2 vieux complices. Thierry devait rentrer le lundi de la 5e semaine. Le dimanche soir, j'ai préparé ma petite révolution. J'ai rangé soigneusement mes aquarelles, nettoyé mes pinceaux, compté mes économies. 412 €. Plus de 8 fois ce qu'il m'avait laissé. Mais j'avais préparé autre chose. Quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver et qui, j'espérais, lui ouvrirait enfin les yeux sur ce que j'étais vraiment. Pas un vieux débris à entretenir au rabais, mais son père qui l'aimait malgré tout. J'avais peint son portrait. Un portrait de mémoire, de quand il avait 7 ans et qu'il m'aidait à nettoyer mes pinceaux dans l'atelier que j'avais aménagé dans la cave de l'immeuble. Je l'avais peint sur un carton d'emballage récupéré, avec mes couleurs les plus pures. Ses yeux brillaient de curiosité, ses petites mains étaient tachées de peinture bleue, et sur son visage se lisait cette admiration sans bornes qu'ont les enfants pour leur père. Au dos, j'avais écrit « La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il garde, mais à ce qu'il est prêt à donner quand il n'a plus rien. » Il me restait encore 2 jours avant son retour pour décider si j'allais lui montrer ce portrait ou le garder pour moi. 2 jours pour espérer que mon fils redeviendrait, l'espace d'un instant, le petit garçon qui me demandait de lui expliquer pourquoi les couleurs changeaient quand on les mélangeait. Le lundi matin, j'ai entendu la Mercedes de Thierry se garer devant l'immeuble. 2 coups de klaxon bref, comme toujours. Son signal pour me prévenir qu'il montait. J'ai regardé par la fenêtre.
Il sortait ses valises du coffre, bronzé, détendu. Son voyage à Dubaï lui avait visiblement réussi. Il portait une chemise blanche impeccable, et cette montre en or qu'il avait achetée là-bas, je l'ai vue briller au soleil. J'avais rangé mes aquarelles dans ma chambre, remis l'appartement en ordre. Seul indice de mes activités des 4 dernières semaines, le portrait de Thierry enfant, posé bien en évidence sur la table de la cuisine, à côté d'un vase avec quelques iris qu'Agnès m'avait apportés la veille. Ses pas dans l'escalier, toujours cette façon pressée de monter. 2 coups brefs à la porte. « Bonjour papa ». Il est entré avec son grand sourire de commercial, celui qu'il réservait à ses clients importants. Il m'a embrassé rapidement sur les 2 joues. « Alors, comment ça s'est passé? Tu as été sage. » Sage. Comme si j'étais un animal domestique qu'on laisse seul pendant les vacances. Ça s'est très bien passé, Thierry. Et ton voyage? Fantastique. On a décroché 3 contrats énormes. La boîte va exploser l'année prochaine. Et regarde. Il m'a montré sa montre, une Rolex Submariner, un investissement en fait. Ces modèles ne font que prendre de la valeur. 2 000 € au minimum cette montre. Je le savais pour avoir vu les mêmes dans les vitrines de la place Vendôme quand je me promenais parfois dans le centre avant que mes jambes me trahissent. Elle est très belle, j'ai dit sincèrement. Il a posé ses affaires et a fait son inspection habituelle. Frigo, salle de bain, chauffage, tout était en ordre. Il semblait satisfait. « Au fait, papa, ton frigo fait un drôle de bruit. »« Ah bon, je n'ai rien remarqué. » Mensonge. Le frigo était mort depuis 1 mois, mais j'avais appris à vivre sans. Agnès m'aidait et j'achetais ma nourriture au jour le jour. Je l'entends ronronner bizarrement. Il faudra peut-être le faire réparer bientôt. Il s'est dirigé vers la cuisine pour inspecter le réfrigérateur. C'est là qu'il a vu le portrait. Il s'est arrêté net. Son visage a changé d'expression. La surprise d'abord, puis quelque chose d'indéfinissable. Il a pris le carton délicatement, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. C'est moi. Quand tu avais 7 ans, tu te souviens? Tu m'aidais à nettoyer mes pinceaux dans l'atelier de la cave. Il a regardé le portrait longuement. J'avais peint ses yeux d'enfant, pleins d'admiration et de confiance, ses petites mains tachées de bleu, ce sourire innocent qu'il n'avait plus depuis si longtemps. Tu l'as fait, récemment, la semaine dernière. Mais, avec quoi? Tu n'as plus de matériel de peinture depuis des années. Première fissure dans son assurance. Il commençait à comprendre que quelque chose ne collait pas dans son calcul parfait. J'en ai racheté. Avec quel argent? Voilà, la question qui tue, celle qu'il n'aurait jamais dû poser s'il ne voulait pas connaître la réponse. Avec l'argent que j'ai gagné. Gagné comment? J'ai vu ses yeux se durcir. Thierry était en train de passer en mode enquêteur, comme quand il vérifiait les comptes de ses clients. En vendant mes aquarelles sur les quais de Seine, il a posé le portrait sur la table comme s'il s'était brûlé les doigts. Tu vends des dessins dans la rue? Papa, tu te rends compte de ce que tu dis? Je me rends compte que j'ai survécu avec 50 € pendant 1 mois, et même mieux que ça. Mais enfin, papa, tu as 82 ans. Tu ne peux pas t'installer dans la rue comme un... Il cherchait ses mots. Comme un clochard, il pensait. Comme un mendiant. Comme un artiste? Ce n'est pas pareil. Les gens vont croire que tu es dans le besoin. Mais j'étais dans le besoin, Thierry. Il a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis des années, il ne savait plus quoi dire. 50 € pour 1 mois, tu trouves que c'est suffisant pour vivre? Papa, j'avais payé toutes tes charges, le loyer, l'électricité, le gaz. Il ne te restait plus que la nourriture à acheter. Et mes médicaments. Ces médicaments ne servent à rien. Je te l'ai déjà dit. Non, Thierry, ces médicaments ralentissent la dégradation de ma vue. Sans eux, dans 6 mois, je serai aveugle. Il a accusé le coup. Aveugle. Le mot l'avait frappé comme une gifle. Tu ne m'avais jamais dit ça. Tu ne me demandes jamais rien sur ma santé. Tu vérifies que je suis vivant, que l'appartement ne prend pas feu et tu repars. Long silence. Thierry regardait le portrait, puis moi, puis le portrait encore. Bon, admettons, tu as eu besoin d'argent supplémentaire. Tu aurais dû m'appeler. Pour que tu me dises quoi? Que je dépense trop?
que je dois apprendre à me contenter de moins, que ce n'est pas grave d'être aveugle à mon âge. Il a rougi, touché au cœur. Ce n'est pas ce que j'aurais dit. Si, Thierry, c'est exactement ce que tu aurais dit, comme tu l'as fait avant ton départ. Il s'est assis lourdement sur une chaise. Son assurance de businessman s'effritait peu à peu. Alors tu t'es mis à vendre des dessins, des aquarelles, et j'ai très bien réussi, merci. Combien tu as gagné? 412 €. Ses yeux se sont écarquillés. 400 € en un mois, en 3 semaines. La première semaine, j'ai appris. Les 3 suivantes, j'ai vendu. Il a sorti son téléphone, a fait quelques calculs. Ça fait 130 € par semaine, plus que ce que je t'avais laissé pour tout le mois. Exactement. Mais papa, comment tu as fait? Je veux dire, techniquement. Pour la première fois depuis son arrivée, il semblait sincèrement intéressé par ce que j'avais à raconter. Pas par contrôle, par vraie curiosité. Je lui ai tout raconté. Mes premiers pas hésitants sur les quais, mes mains qui tremblaient, mes aquarelles maladroites, le couple de Japonais qui m'avait acheté ma première œuvre, ma rencontre avec Agnès, l'évolution de ma technique, ma clientèle qui grandissait, le galeriste qui m'avait proposé une exposition. Une exposition? Toi, en juin, dans le Marais. Il était bouche bée. Papa, tu te rends compte de ce que tu me dis? À ton âge, tu démarres une carrière artistique. J'ai toujours été un artiste, Thierry. Simplement, je restaurais l'art des autres au lieu de créer le mien. Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais envie de peindre? Quand? Entre 2 de tes coups de fil express et tes visites chronométrées? Tu ne m'as jamais demandé ce qui me ferait plaisir, Thierry. Tu gères ma vie comme tu gères tes dossiers, en minimisant les coûts et en évitant les complications. Il a encaissé sans rien dire. J'ai vu quelque chose bouger dans ses yeux. De la culpabilité peut-être, ou de la honte. Je pensais bien faire. Te laisser tranquille, ne pas t'embêter avec mes problèmes. Tes problèmes? Mais quels problèmes, Thierry? Tu réussis, tu gagnes bien ta vie, tu as une belle famille. Le seul problème dans ta vie, c'est moi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors quoi? Il s'est levé, a fait quelques pas vers la fenêtre, les mains dans les poches, sa posture de réflexion, comme quand il était petit et qu'il cherchait une excuse pour une bêtise. Papa, tu veux savoir la vérité? Oui. J'ai peur. Peur de quoi? Peur de la vieillesse, peur de la maladie, peur de ce qui t'arrive. Quand je te vois, je vois ce que je vais devenir dans 30 ans, et ça me terrifie. Voilà, enfin, le fond du problème. Thierry ne me fuyait pas par méchanceté, mais par terreur. Je représentais son futur, et ce futur lui faisait horreur. Alors tu préfères m'oublier? Non, je préfère gérer à distance. M'assurer que tu ne manques de rien, mais sans trop voir les détails. Les détails, mes cheveux blancs, mes rides, ma vue qui baisse. Papa, arrête. Mes tremblements, ma lenteur, ma solitude. Papa, s'il te plaît. Sa voix se brisait. Pour la première fois depuis des années, j'entendais de l'émotion vraie chez mon fils. Thierry, regarde-moi. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. Je vieillis, c'est vrai. Mon corps me lâche, c'est vrai aussi. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas un légume qu'il faut arroser de temps en temps. J'ai encore des rêves, des envies, des choses à apprendre et à donner. Je sais. Maintenant je sais. Ces 4 semaines, j'ai été plus heureux que depuis la mort de ta mère. Pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'avais un but. J'étais utile. Les gens souriaient en voyant mes aquarelles. Agnès attendait nos cafés avec impatience. Le galeriste croyait en mon travail. Agnès, une amie d'enfance que j'ai retrouvée, quelqu'un qui me voit encore comme une personne, pas comme un problème à résoudre. Il a accusé le coup. Papa, je suis désolé. De quoi? De t'avoir traité comme ça. De ne pas avoir vu qui tu étais vraiment. Qui je suis, Thierry? Qui je suis? Au présent. Il a hoché la tête lentement. Tu peux me montrer tes autres aquarelles? Je suis allé dans ma chambre et j'ai ramené ma petite collection. Une 15aine de toiles, mes meilleures pièces que je gardais en réserve pour l'exposition.
Thierry les a regardées une par une, en silence. Je voyais son visage changer à mesure qu'il découvrait mon travail. « Papa, elles sont magnifiques. » « Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir. »« Non, j'y connais rien en peinture, mais elles sont vivantes. On s'emparie dans chacune d'elles. » C'est exactement ce que je voulais. Il a pris l'aquarelle représentant Notre-Dame. « Comment tu fais pour les détails? Avec ta vue? Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je me souviens. 40 ans à regarder des chefs-d'œuvre, ça laisse des traces. » Il a souri. Un vrai sourire. Pas celui du commercial. « Tu sais quoi? Je suis fier de toi. » Ces mots m'ont bouleversé plus que je ne l'aurais cru. Fier de moi. Mon fils était fier de moi. Merci Thierry. Non, c'est moi qui te remercie. Tu m'as donné une leçon que j'oublierai jamais. Il s'est assis de nouveau, à regarder autour de lui. Le frigo, il marche vraiment? J'ai éclaté de rire. Non, il est mort le lendemain de ton départ. Et tu as vécu 1 mois sans frigo? Agnès m'aide, et j'achète au jour le jour. Bon sang, papa, et moi qui croyais que 50 €. Tu veux savoir le plus drôle? J'ai dépensé 18 € de tes 50 € pour acheter le matériel de peinture. Le reste, je l'ai gardé. Il est dans cette boîte, sur l'étagère. Il a regardé la petite boîte en fer blanc où je garde mes papiers importants. Tu as gardé mes 32 €. Je n'en avais pas besoin. J'avais appris à me débrouiller seul. Il s'est pris la tête dans les mains. Papa, je suis un monstre. Non, Thierry, tu es un fils qui a oublié que son père était un homme. Comment tu peux me pardonner? Parce que tu es là, parce que tu écoutes, et parce que tu découvres enfin qui je suis. Il s'est levé d'un bond. Viens, on va acheter un frigo. Le plus beau, le plus grand, le plus cher. Thierry, et de la peinture, de la vraie peinture d'artiste, avec des pinceaux en poil de martre et du papier grain fin. Thierry, calme-toi. Et on va voir cette exposition. Je veux rencontrer ce galeriste, je veux comprendre ton monde. Je l'ai regardé s'agiter avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Mon fils découvrait que son père n'était pas l'homme diminué qu'il imaginait, et il débordait d'enthousiasme. Mais j'avais peur que cet élan ne soit qu'un feu de paille. Thierry, assieds-toi. Papa, je vais rattraper tout ça. On va. Assieds-toi. Il s'est arrêté, surpris par la fermeté de ma voix. Je ne veux pas que tu rattrapes quoi que ce soit. Je ne veux pas de tes cadeaux de culpabilité. Mais papa, écoute-moi bien. Ce que je veux, c'est simple. Je veux que tu me voies, que tu me parles, que tu me demandes comment je vais vraiment. Je veux que tu m'amènes tes enfants, qu'on mange ensemble parfois, qu'on se raconte nos vies. Il a hoché la tête. Je veux que tu rencontres Agnès. C'est une femme remarquable qui m'a aidé à retrouver le goût de vivre. D'accord. Et oui, un frigo serait bien, mais pas le plus cher, juste un qui fonctionne. Il a souri. Et pour la peinture? De la vraie peinture, oui. J'en ai assez de mes tubes de gouache à 3 €. Marché conclu. Nous sommes sortis ensemble. Première fois depuis des années que nous nous promenions côte à côte dans Paris. Thierry marchait moins vite que d'habitude, adaptait son pas au mien. Il regardait vraiment les vitrines au lieu de fixer son téléphone. Il m'écoutait lui expliquer les techniques de restauration quand nous passions devant une galerie d'art. Dans le magasin d'électroménager, il a voulu m'acheter un réfrigérateur américain énorme avec distributeur de glaçons. « Thierry, j'habite un 2 pièces. Ce truc ne passera même pas par la porte. » Il a ri. Un rire franc comme quand il était enfant. Nous avons choisi un modèle simple mais de qualité. Thierry a payé sans regarder le prix, mais j'ai vu le soulagement dans ses yeux. Pas parce que c'était moins cher, mais parce qu'il faisait enfin quelque chose d'utile pour son père. Dans le magasin de peinture, rue Bonaparte, j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Thierry observait ma passion avec émerveillement. « Tu veux tout ça ?» Je remplissais un panier de tubes de couleurs professionnelles, de pinceaux en martre, de papier arche grain fin. « Thierry, avec ce matériel, je peux peindre des merveilles. Alors prends tout. C'est très cher.
Papa, j'ai dépensé 2 000 € pour une montre la semaine dernière. Je peux bien dépenser 300 € pour le bonheur de mon père. En sortant du magasin, les bras chargés de mes trésors d'artiste, j'ai eu envie de pleurer. Pas de tristesse, de joie. Mon fils m'avait retrouvé, et j'avais retrouvé mon fils. Papa, oui, tu peux me montrer comment tu peins? J'aimerais apprendre. Tu veux apprendre la peinture? Je veux comprendre ce qui te passionne. Je veux partager ça avec toi. Nous sommes rentrés à l'appartement. Les livreurs étaient déjà passés installer le réfrigérateur. Thierry a ôté sa veste de costume, retroussé ses manches. Je lui ai donné un pinceau et nous avons peint ensemble, côte à côte sur la table de la cuisine. Je lui ai montré comment mélanger les couleurs, comment poser un lavis, comment suggérer une ombre. Ses premiers essais étaient maladroits, mais il avait de l'application. Il me posait des questions précises, intelligentes. Papa, comment tu sais que c'est fini? Quand on a dit l'essentiel sans rien dire de trop, il a réfléchi à cette phrase en peignant. Comme dans la vie, en fait. Exactement comme dans la vie. Vers 18 h, Agnès a frappé à la porte. Elle a porté le dîner, comme convenu la veille. Elle s'est arrêtée sur le seuil en voyant Thierry. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez de la visite. Agnès, je vous présente mon fils Thierry. Thierry, voici Agnès, mon ami dont je t'ai parlé. » Thierry s'est levé, s'est essuyé les mains pleines de peinture sur un torchon, a serré la main d'Agnès. « Enchanté de vous rencontrer, madame. Mon père m'a beaucoup parlé de vous. »« En bien, j'espère ? Il m'a dit que vous l'aviez sauvé. » Agnès a rougi. Nous nous sommes sauvés mutuellement, je crois. Thierry a regardé cette femme de l'âge de son père, élégante malgré ses vêtements simples, qui rayonnaient de bienveillance et d'intelligence. « Vous restez dîner avec nous ? » ?»« Oh non, je ne veux pas déranger vos retrouvailles. »« Vous ne dérangez pas, Agnès. Thierry invite-la officiellement. »« Madame Agnès, accepteriez-vous de dîner avec nous ? J'aimerais beaucoup apprendre à vous connaître. » Elle a souri. « Dans ce cas, avec plaisir. » Nous avons dîné tous les trois dans la cuisine. Agnès avait apporté un pot-au-feu qu'elle avait mijoté toute la journée. Thierry a ouvert une bouteille de vin qu'il gardait dans sa voiture. Nous avons parlé pendant 3 heures. Agnès a raconté ses souvenirs d'école avec moi, notre amitié d'enfant. Thierry a parlé de son travail, mais autrement que d'habitude. Pas pour impressionner, mais pour expliquer ce qui lui plaisait vraiment dans ce qu'il faisait. J'ai parlé de mes années au Louvre, des œuvres que j'avais restaurées, des secrets des maîtres que j'avais découverts. Vers 22 h, Agnès a voulu rentrer chez elle. « Non, je vous raccompagne », a dit Thierry. « Il fait nuit. Vous êtes gentil, mais je n'habite qu'à 2 rues. Justement, ça me prendra 2 minutes. » Il l'a raccompagnée. Pendant son absence, j'ai rangé nos aquarelles de l'après-midi. Celle de Thierry n'était pas mauvaise pour un premier essai. Il avait peint une rue de Paris, avec des proportions approximatives mais une sincérité touchante. Quand il est revenu, il s'est assis en face de moi. « Papa, elle est formidable, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi vous vous entendez si bien. Elle te regarde comme maman te regardait. Comment ça? Avec admiration, avec tendresse, comme si tu étais quelqu'un d'important. Pour elle, je le suis. Pour moi aussi, papa. Je l'ai juste oublié pendant quelques années. Nous nous sommes regardés. 43 ans de vie commune, de malentendus, d'amour maladroit. Et enfin cette conversation vraie que nous aurions dû avoir depuis longtemps. Thierry? Oui? Tu vas rester combien de temps? Le temps qu'il faut. J'ai prévenu Céline, je dors ici ce soir. Demain, on va voir ce galeriste ensemble, et puis je veux que tu rencontres mes enfants. Vraiment les rencontrer, pas juste les voir 5 minutes entre 2 courses. Ils accepteront. Ils feront ce que je leur dis. Et puis, quand ils découvriront que leur grand-père est un artiste, ils vont être fous de joie. Et Céline aussi. Tu sais, elle m'a déjà reproché de ne pas assez m'occuper de toi. Elle sera ravie de voir qu'on se réconcilie. J'ai souri. Finalement, mon fils avait épousé une femme bien. Papa? Oui? Pardon, pour ces années perdues, pour cette négligence, pour ces 50 €. N'en parlons plus. Si.
Il faut que je te dise quelque chose. Ces 50 euros, je les avais dans ma poche parce que je venais de prendre de l'essence. C'était la monnaie. Je ne les avais même pas comptés. Pour moi, c'était juste de la petite monnaie. Le coup de grâce. Il m'avait donné sa monnaie d'essence comme budget mensuel. Je sais, Thierry. Comment tu peux ne pas m'en vouloir? Parce que maintenant tu sais, et que tu ne recommenceras jamais. Nous avons préparé le canapé-lit du salon. Thierry a insisté pour dormir là plutôt que de repartir chez lui. Papa? Oui? Demain matin, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Un vrai petit déjeuner. Et tu me raconteras d'autres histoires du Louvre. D'accord. Et après-midi, on va peindre encore. Je veux que tu m'apprennes tout. Tout quoi? Tout ce que tu sais. Tout ce que tu es. J'ai 43 ans de retard à rattraper. Je l'ai regardé s'installer dans ses draps. Mon fils, redevenu un homme simple, curieux, aimant, celui que j'avais espéré voir grandir et que j'avais cru perdu à jamais. Thierry? Oui, papa. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'était pas les 50 euros. C'était que tu m'aies dit que l'important, à mon âge, c'était de survivre et pas de me faire plaisir. Il s'est redressé dans son lit. J'ai dit ça, mot pour mot. Long silence. Papa, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Maintenant, tout de suite, concrètement? Que tu viennes me voir parce que tu en as envie, pas par obligation. Que tu m'appelles parfois juste pour bavarder. Que tes enfants connaissent vraiment leur grand-père. Et à plus long terme, continuer à peindre. Peut-être exposer encore. Voyager un peu avec Agnès si sa santé le permet. Elle rêve de revoir sa Provence natale. On s'en occupera, de tout ça, ensemble. Merci, mon fils. Merci à toi, papa. De ne pas avoir abandonné, de m'avoir montré qui tu étais vraiment. J'ai éteint la lumière et je suis allé dans ma chambre. Sur ma table de nuit, j'ai posé le portrait de Thierry enfant. Demain, je commencerai un nouveau portrait. Thierry a 43 ans, les mains tachées de peinture, redécouvrant son père. Les deux portraits, côte à côte. L'innocence perdue et l'innocence retrouvée. Dehors, Paris s'endormait. Dans 2 mois, j'aurai ma première exposition. Mon fils serait là pour le vernissage. Mes petits-enfants aussi. Et Agnès, bien sûr. Nous formerions enfin une vraie famille. Avant de m'endormir, j'ai pensé à cette phrase que j'avais écrite au dos du portrait. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il garde, mais à ce qu'il est prêt à donner quand il n'a plus rien. J'avais donné mes dernières forces pour peindre dans la rue. Thierry avait donné son orgueil pour reconnaître ses erreurs. Et tous les deux, nous avions retrouvé l'essentiel. L'amour entre un père et son fils. Les semaines qui ont suivi le retour de Thierry ont transformé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Mon fils tenait parole. Il venait me voir 3 fois par semaine, parfois juste pour boire un café et me raconter sa journée. Il avait cette façon nouvelle de me regarder avec attention, avec respect, comme si j'étais redevenu une personne à part entière et non plus un vieil homme à gérer. Le mercredi suivant notre réconciliation, il a amené ses enfants. Julie, 14 ans, et Thomas, 11 ans. Je ne les avais pas vus depuis Noël, 6 mois plus tôt. Ils étaient entrés dans l'appartement avec cette politesse forcée que les enfants affichent quand leurs parents les obligent à rendre visite aux grands-parents. « Bonjour, grand-papa », ont-ils dit en chœur, comme récitant une leçon. Mais quand Thierry leur a montré mes aquarelles, tout a changé. « Grand-papa, tu as peint ça ?» Julie tenait délicatement ma vue de Montmartre, les yeux écarquillés. « Oui, ma chérie. Mais c'est magnifique, papa, regarde comme c'est beau. » Thomas s'était emparé du portrait de son père enfant. « Papa, c'est toi quand tu étais petit ?»« Oui, ton grand-père m'a peint de mémoire. »« Waouh, grand-papa, tu peux me dessiner moi aussi ?» Ces enfants que je croyais perdus dans leur monde numérique se sont passionnés pour mes pinceaux. J'ai passé l'après-midi à leur apprendre les bases de l'aquarelle. Julie avait un don naturel. Ses gestes étaient sûrs, précis. Thomas était plus fantaisiste, mélangeait toutes les couleurs pour obtenir des marrons apocalyptiques, mais son enthousiasme était communicatif. « Grand-papa, tu peux nous emmener voir où tu vends tes tableaux ?»
Si vos parents sont d'accord. Thierry a souri. Bien sûr, on y va tous ensemble dimanche. Le dimanche, nous avons fait une sortie familiale sur les quais de Seine. Céline nous accompagnait, une femme élégante que j'avais toujours trouvée un peu distante, mais qui s'est révélée chaleureuse dès qu'on lui donnait l'occasion de s'exprimer. Elle admirait mes aquarelles avec une sincérité touchante. « Léonard, je ne savais pas que vous aviez ce talent. Thierry ne m'avait jamais dit. Thierry ne le savait pas lui-même. » J'ai répondu en souriant. Nous nous sommes installés à mon emplacement habituel, près du Pont Neuf. J'ai peint une nouvelle aquarelle devant eux, expliquant chaque geste, chaque choix de couleur. Les enfants posaient 1000 questions. Les passants s'arrêtaient, intrigués par ce groupe familial autour du vieil artiste. « Excusez-moi, nous a dit une dame américaine. C'est votre grand-père ? » « Oui, » ont répondu Julie et Thomas avec fierté. « Il peint merveilleusement bien. Vous avez de la chance. » Cette phrase a illuminé le visage de mes petits-enfants. Ils venaient de comprendre que leur grand-père n'était pas seulement un vieux monsieur qui sentait la lavande, mais un artiste respecté, quelqu'un dont on pouvait être fier. En rentrant, Thomas m'a demandé « Grand-papa, tu peux m'apprendre à peindre comme toi ?»« Si tu veux, nous commencerons mercredi prochain. »« Et moi aussi » a réclamé Julie. « Toi aussi, bien sûr. » Thierry regardait ses enfants avec émerveillement. Il découvrait leur talent caché, leur sensibilité artistique qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer. « Papa, tu pourrais donner des cours ? » Des cours ? À des enfants ou à des adultes ? Tu as un don pédagogique naturel. L'idée m'a séduit immédiatement. Transmettre mon savoir, partager ma passion. À 82 ans, devenir professeur pour la première fois de ma vie. Pourquoi pas ? Mais où ? On trouvera. Agnès pourrait peut-être t'aider. Elle a été institutrice, elle connaît le milieu éducatif. Agnès, ma chère Agnès, qui était devenue, sans que nous en parlions jamais clairement, bien plus qu'une amie. Nous passions nos soirées ensemble. Nous nous promenions le dimanche. Nous partagions nos souvenirs et nos rêves d'avenir. À nos âges, nous n'avions pas le temps des longs préliminaires. Nous savions que le bonheur était fragile et qu'il fallait le saisir quand il se présentait. Thierry l'adorait. Il l'avait adoptée comme une belle-mère de substitution, celle qui rendait son père heureux après tant d'années de solitude. Céline s'entendait bien avec elle, et les enfants l'appelaient déjà « Mamie Agnès », avec cette facilité qu'ont les jeunes à intégrer les nouveautés affectives. Mai est passé dans cette effervescence nouvelle. Mes journées étaient rythmées par la peinture, les visites de ma famille, les promenades avec Agnès. J'avais recommencé à me nourrir correctement grâce au réfrigérateur et aux courses généreuses que Thierry faisait régulièrement. Mes médicaments pour les yeux étaient payés sans discussion. Ma vue s'était même légèrement améliorée, peut-être grâce aux traitements réguliers, peut-être grâce au bonheur retrouvé. Le galeriste M. Ferrand était venu voir mes nouvelles œuvres. J'avais produit une quinzaine d'aquarelles supplémentaires avec mon matériel professionnel. La différence de qualité était saisissante. Les couleurs étaient plus vives, les détails plus fins, les nuances plus subtiles. Monsieur Duchamp, vous me surprenez chaque fois. Ces nouvelles pièces sont remarquables. L'exposition va faire sensation. Vous croyez vraiment ? J'en suis certain. J'ai déjà des collectionneurs intéressés et la presse locale veut faire un article sur vous. La presse. À 82 ans, j'allais avoir mon premier article dans un journal. Thierry était aux anges. « Papa, tu te rends compte, tu vas être célèbre. » Célèbre, c'est beaucoup dire. Connu alors, reconnu pour ton talent. L'inauguration était prévue pour le 15 juin. Thierry s'était chargé de l'organisation familiale avec un enthousiasme de chef d'entreprise. Il avait invité tous ses amis, ses collègues, ses voisins. Céline avait commandé un buffet chez un traiteur chic du 16e arrondissement. « Papa, c'est ton jour de gloire. Il faut que ce soit parfait. » Thierry, ce n'est qu'une petite exposition dans une galerie du Marais, pas une rétrospective au Grand Palais. Pour moi, c'est aussi important. Agnès m'aidait à choisir les tenues,
Elle avait insisté pour que j'achète un costume neuf. Léo, tu vas être le centre de l'attention. Il faut que tu sois élégant. À mon âge, l'élégance ne sauve plus grand-chose. À ton âge, l'élégance est encore plus importante. Elle montre qu'on a gardé le respect de soi-même. Elle avait raison. Dans mon costume bleu marine, avec une pochette assortie qu'Agnès avait choisie, je me sentais redevenu l'homme que j'étais avant que la vieillesse et la solitude ne me tassent. La veille du vernissage, j'étais nerveux. Et si personne ne venait? Et si mes aquarelles ne plaisaient qu'à ma famille par affection? Et si le public trouvait mon travail amateur, naïf? Papa, arrête de te faire du souci, me disait Thierry. Tes toiles sont belles, point final. Tu n'y connais rien en peinture. Justement, si elles me touchent moi qui n'y connais rien, imagine l'effet qu'elles vont faire sur les vrais amateurs d'art. Agnès avait une approche plus philosophique. Léo, tu as peint avec ton cœur, les gens le sentiront. Et ceux qui ne le sentiront pas, tant pis pour eux. Le 15 juin au soir, nous sommes arrivés à la galerie 1 heure avant l'inauguration. Monsieur Ferrand avait fait les choses magnifiquement. Mes aquarelles étaient encadrées sous verre, éclairées par des spots discrets, disposés avec goût sur les murs blancs. Chaque œuvre portait une petite étiquette avec le titre, la date et mon nom, Léonard Duchamp. Mon nom sur les murs d'une galerie parisienne. J'ai eu un vertige. Alors, papa, tu es ému? J'étais incapable de parler. Thierry m'a pris par le bras. Regarde. Regarde bien. C'est ton travail, ton talent, ta réussite. Les premiers visiteurs sont arrivés vers 18h30. Des habitués de la galerie, des curieux du quartier, quelques journalistes, puis mes invités, Thierry et sa famille, Agnès, bien sûr, quelques anciens collègues du Louvre que j'avais retrouvés, des voisins de l'immeuble. Monsieur Hadji, l'épicier, était venu avec sa femme et ses enfants. Monsieur Léonard, vous êtes un grand artiste maintenant. Nous sommes fiers de vous. Madame Perrin, ma voisine du 3e étage, contemplait mes œuvres avec émerveillement. Monsieur Duchamp, je ne savais pas. Toutes ces années, j'habitais à côté d'un peintre. Mais le moment le plus fort de la soirée, c'est quand un vieil homme distingué s'est approché de moi. Monsieur Duchamp, je suis Pierre Monet, conservateur en chef du Louvre, à la retraite. Pierre Monet, je le connaissais de réputation, un grand spécialiste de la peinture du 19e siècle. Monsieur Ferrand m'a parlé de votre parcours. 42 ans dans nos ateliers, c'est admirable. Et ces aquarelles, elles sont remarquables. Vous trouvez ? Il y a dans votre travail quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. L'amour de l'art, ça se sent dans chaque coup de pinceau. Il s'est arrêté devant ma vue de Notre-Dame. Vous savez, j'ai vu des centaines de représentations de Notre-Dame. Celle-ci est particulière. Vous l'avez peinte avec les yeux de quelqu'un qui l'a vraiment regardée. Pas seulement vu, regardé. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. J'ai murmuré. Ce n'est pas un compliment, c'est un constat. Vous avez un don, monsieur Duchamp. Cultivez-le. Thierry avait tout entendu. Je l'ai vu essuyer discrètement une larme. La soirée s'est poursuivie dans la joie. Mes aquarelles se vendaient bien. Pas toutes, mais suffisamment pour me donner confiance en mon avenir d'artiste. Des gens que je ne connaissais pas achetaient mes œuvres pour les accrocher chez eux. Incroyable. Vers 22 heures, quand la galerie s'est vidée, nous nous sommes retrouvés en famille. Thierry, Céline, les enfants, Agnès et moi. Monsieur Ferrand nous a servi une dernière coupe de champagne. À Léonard Duchamp, qui nous prouve qu'il n'y a pas d'âge pour commencer une nouvelle vie. À papa, a dit Thierry en levant son verre, qui nous a appris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son âge, mais à ses rêves. Julie et Thomas ont applaudi. Agnès m'a pris la main. J'étais l'homme le plus heureux de Paris. En rentrant à l'appartement, nous avons regardé l'article que le journaliste de Le Parisien avait publié en ligne dans la soirée. Le titre m'a fait sourire. À 82 ans, il découvre sa vocation d'artiste sur les quais de Seine. L'article racontait mon histoire, mes débuts difficiles sur les quais, ma rencontre avec Agnès, mes retrouvailles avec mon fils. Le journaliste avait bien saisi l'esprit de mon parcours,
Une leçon de vie et de dignité qui redonne foi en l'humanité. « Papa, tu vas être célèbre dans tout Paris », s'exclamait Thomas. J'espère surtout que mon histoire donnera envie à d'autres personnes de mon âge de ne pas abandonner leurs rêves. Les semaines suivantes ont confirmé le succès de l'exposition. Monsieur Ferrand a vendu la moitié de mes œuvres. J'ai reçu des commandes pour des portraits, des vues de Paris personnalisées, des cours particuliers. À 82 ans, j'avais enfin un métier qui me passionnait et me faisait vivre dignement. Thierry a tenu parole concernant les cours de peinture. Il a trouvé un local dans le 15e arrondissement, un ancien atelier d'artistes avec de grandes verrières. Agnès m'aide à organiser les cours. Nous accueillons une quinzaine d'élèves, des retraités pour la plupart, mais aussi quelques adultes actifs qui viennent le week-end. Maître Duchamp m'appelle mes élèves. Maître, moi qui n'ai jamais eu de diplôme artistique. Mes cours marchent bien parce que j'enseigne ce que j'ai appris en 42 ans à regarder les chefs-d'œuvre, voir l'essentiel, éliminer le superflu, peindre avec émotion plutôt qu'avec technique. Monsieur Duchamp, m'a dit Madame Blanchard, une de mes élèves, vous nous apprenez à regarder le monde différemment. Mes promenades dans Paris ne sont plus les mêmes depuis que je suis vos cours. C'est exactement ce que je voulais transmettre, l'art de voir. Julie et Thomas viennent toujours le mercredi. Julie progresse admirablement. Elle a l'œil et la main. Thomas préfère dessiner des bandes dessinées, mais avec une créativité débordante. Tous les deux parlent de leur grand-père artiste à leurs copains avec fierté. Thierry a changé, lui aussi. Il a ralenti son rythme de travail, refuse les missions qui l'éloignent trop longtemps de sa famille. Il dit qu'il a compris grâce à moi que la vie ne se résumait pas au bilan financier. Papa, tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. J'étais en train de devenir un robot en costume. Maintenant, je prends le temps de vivre. Céline confirme, il est beaucoup plus détendu, plus présent avec nous. Vos retrouvailles ont été bénéfiques pour toute la famille. Agnès et moi avons officialisé notre relation. À notre âge, pas question de mariage ou de vie commune, mais nous ne nous cachons plus que nous sommes amoureux. Quand je dis amoureux, les gens sourient attendris. Comme si l'amour avait une date de péremption. Agnès me rend jeune. J'espère lui rendre l'appareil. Nous avons réalisé son rêve de revoir la Provence. En septembre, Thierry nous a organisé un voyage à Aix-en-Provence. Une semaine dans un petit hôtel de charme, à visiter les lieux de l'enfance d'Agnès, à peindre la montagne Sainte-Victoire que Cézanne a tant aimée. Léo, regarde, on dirait qu'elle change de couleur selon la lumière. C'est exactement ce qu'avait compris Cézanne. Il l'a peinte plus de 60 fois pour saisir tous ses visages. J'ai peint moi aussi cette montagne mythique. Mes aquarelles provençales sont différentes de mes vues parisiennes. Plus chaudes, plus contrastées. La lumière du midi transforme tout. Au retour, Monsieur Ferrand m'a proposé une deuxième exposition pour le printemps prochain. Duchamp, en Provence, avec mes nouvelles œuvres. J'ai accepté, bien sûr. Aujourd'hui, 6 mois après cette soirée où Thierry a découvert mon relevé bancaire, ma vie a complètement changé. Je gagne ma vie avec mes pinceaux. J'ai une exposition par an. Mes cours de peinture affichent complet. Mes petits-enfants me considèrent comme un grand-père formidable. Mon fils m'appelle 3 fois par semaine juste pour bavarder. Et j'ai retrouvé l'amour avec Agnès. Mais surtout, j'ai retrouvé ma dignité. Je ne suis plus un vieux monsieur qu'on entretient par charité. Je suis Léonard Duchamp, artiste peintre, professeur, homme heureux. L'autre jour, Thierry m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. « Papa, tu sais ce qui m'épate le plus dans ton histoire ?»« Quoi ?» ?»« C'est que tu n'as jamais baissé les bras. À 82 ans, quand tu t'es retrouvé avec 50 € pour un mois, tu aurais pu te résigner, te plaindre, m'appeler en pleurant. Au lieu de ça, tu as pris tes pinceaux et tu as conquis Paris. J'ai eu de la chance. Non, papa, tu as eu du courage et de la classe. Tu m'as donné une leçon que j'oublierai jamais. Il a marqué une pause. Cette phrase que tu avais écrite au dos de mon portrait, la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il garde, mais à ce qu'il est prêt à donner quand il n'a plus rien. Je l'ai fait encadrer dans mon bureau. Mes associés me demandent souvent qui l'a écrite. Je réponds,
Mon père, l'homme le plus sage que je connaisse. Ces mots me font encore vibrer. Mon fils, que je croyais perdu dans son monde d'argent et d'efficacité, a retrouvé les valeurs humaines que Madeleine et moi avions essayé de lui transmettre. Parfois, le soir, quand je range mes pinceaux après une journée de cours ou de peinture, je repense à cette période terrible où 50 € devaient me faire vivre un mois. Cette humiliation m'a révélé à moi-même. Elle m'a forcé à puiser dans des ressources que je ne soupçonnais pas. Agnès dit souvent « Heureusement que Thierry t'a laissé si peu d'argent. Si tu avais eu assez pour vivre confortablement, tu n'aurais jamais découvert l'artiste qui dormait en toi. » Elle a sans doute raison. La nécessité m'a poussé vers la création. La dignité m'a empêché de mendier. L'orgueil m'a donné la force de recommencer à zéro à 82 ans. Maintenant, quand je croise des personnes de mon âge qui se plaignent de leurs enfants indifférents, de leur solitude, de leur impression d'être devenus inutiles, j'ai envie de leur dire « Ne vous laissez pas définir par les autres. Trouvez ce qui vous passionne et poursuivez-le jusqu'au bout. Il n'y a pas d'âge pour renaître. » Hier, j'ai reçu une lettre d'un monsieur de 75 ans qui avait lu l'article du Parisien. Il me disait qu'après m'avoir lu, il avait ressorti son violon qu'il n'avait pas touché depuis 30 ans. Il a donné son premier concert dans la cour de sa résidence. Les voisins ont applaudi. À 75 ans, il a retrouvé sa passion de jeunesse. C'est ça, le message que je voudrais transmettre. Nous ne sommes jamais trop vieux pour être heureux. Nous ne sommes jamais trop âgés pour surprendre nos proches. Nous ne sommes jamais trop fragiles pour être dignes. La semaine dernière, Thomas m'a demandé « Grand-papa, tu regrettes d'avoir commencé la peinture si tard ?» Au contraire, mon garçon, si j'avais commencé plus jeune, j'aurais peut-être peint pour la gloire ou pour l'argent. Maintenant, je peins pour la joie. C'est beaucoup mieux. Et tu vas continuer longtemps, tant que mes mains pourront tenir un pinceau. Et même après, je trouverai autre chose. À mon âge, chaque jour est un cadeau. Il faut le déballer avec précaution et en savourer le contenu. Julie, qui écoutait notre conversation, a ajouté « Grand-papa, quand je serai vieille comme toi, j'espère être aussi heureuse. Tu le seras, ma chérie, si tu gardes ta curiosité et ton amour des autres. » Voilà où j'en suis aujourd'hui. Léonard Duchamp, 83 ans dans 3 mois, artiste peintre reconnu, professeur apprécié, père réconcilié, grand-père adoré, homme amoureux. Qui aurait pu imaginer ce retournement quand Thierry avait posé ses 50 € sur ma table en me disant que c'était bien suffisant? Cette histoire m'a appris que nous sous-estimons souvent nos proches. Thierry n'était pas le fils sans cœur que je croyais. Il était juste un homme effrayé par la vieillesse, incapable d'imaginer que son père puisse encore avoir des rêves et des projets. Quand il a découvert ma véritable nature, il a changé du tout au tout. Elle m'a appris aussi que la dignité n'a pas de prix. Plutôt que de demander l'aumône, j'ai choisi de me battre. Ce combat m'a rendu à moi-même et m'a révélé aux yeux de ma famille. Elle m'a appris enfin que l'amour peut renaître à tout âge. L'amour paternel que je croyais perdu. L'amour filial que Thierry avait enfoui sous ses peurs. L'amour tout court avec Agnès, qui prouve que le cœur n'a pas de rides. Demain, je commence une nouvelle toile, un autoportrait. Pas celui d'un vieil homme fatigué, mais celui d'un artiste en devenir. Avec dans les yeux cette flamme que j'ai retrouvée sur les quais de Seine, pinceau en main, vendant mes rêves aux passants pour ne pas renoncer à ma dignité. Agnès va poser à côté de moi. Un double portrait de 2 amoureux octogénaires qui ont choisi de croire encore à l'avenir. Thierry et ses enfants viendront voir l'avancement de l'œuvre dimanche prochain, comme tous les dimanches maintenant. Ma famille recomposée, mon bonheur reconquis, mes pinceaux qui ne tremblent plus, voilà ma vraie richesse, celle qu'aucun compte en banque ne peut mesurer. Ces 50 € que Thierry m'avait laissés sont toujours dans ma boîte en fer blanc, sur l'étagère de ma chambre. Je les garde comme un souvenir, le souvenir du jour où j'ai touché le fond et où j'ai décidé de remonter à la surface. Parfois, quand un de mes élèves se décourage parce qu'il trouve ses progrès trop lents, je lui montre ce billet froissé. Vous voyez ça? C'est avec ces 50 € que tout a commencé.
La réussite ne dépend pas de ce qu'on a en poche, mais de ce qu'on a dans le cœur. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette histoire. J'espère qu'elle vous a donné, comme elle m'a donné, l'envie de ne jamais renoncer à vos rêves. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est la passion qui nous anime et l'amour qui nous entoure. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de saisir votre pinceau et de peindre votre propre bonheur? Dites-moi dans les commentaires, quelle est la passion que vous avez abandonnée et que vous aimeriez retrouver? Vos réponses m'intéressent. À bientôt, et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour recommencer.